ces jours de fête pour les musulmans du Burkina Faso, l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. Ce matin, un peu partout, les fidèles ont rallié les lieux de prière. Images et commentaires dans un instant. On revient également sur les fondements religieux de cette fête. Et puis après Bobo Dioulasso cap sur Banfora, le Premier ministre poursuit son opération de communication sur le plan national de développement économique et social. Séance de présentation du nouveau référentiel suivi d'échanges directs, reportages à suivre. Et puis le franc CFA, atout ou obstacle au développement, la question divise, quitter ou rester dans cette monnaie héritée de la colonisation. Le débat est récurrent. Quels sont les avantages et les inconvénients pour chaque option? Explication dans ce journal. Inquiétude aux États-Unis sur la santé de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton. L'ex-première dame a fait un malaise hier, jour anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, de quoi relancer les supputations sur l'état de santé à 2 mois de la présidentielle de l'ex-première dame. Elle a dû suspendre sa campagne pour au moins 2 jours. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonne fête à tous les musulmans du Burkina. Les musulmans du Burkina qui célèbrent donc aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski, ou la fête du mouton. Comme de coutume, des milliers de fidèles de la capitale ont rallié ce matin la place de la nation pour la grande prière. Ils ont imploré le Tout-Puissant pour la paix et la concorde au Burkina Faso. Paul David Bambara, Ismaël Dilouma, Sirima. Tout comme Abraham, qui a voulu sacrifier son fils en signe de soumission au miséricordieux, les fidèles musulmans prient ici pour marquer leur fidélité à Allah. Après la prière, place au sermon de l'imam avec en ligne de mire la thématique de la paix, de l'amour et de la concorde. Puis l'imam a procédé au sacrifice du mouton pour répondre à la première dimension de l'Aïd el-Hada, communément appelé Tabaski. La deuxième dimension de cette fête, c'est la dimension de solidarité. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour de sacrifice. Les musulmans, ceux qui ont les moyens, ils peuvent effectivement sacrifier un animal pour la cause d'Allah, tout en partageant la viande à ceux qui n'ont pas les moyens. La troisième dimension est celle de la convivialité. Et la communauté chrétienne a tenu à marquer sa solidarité. À l'occasion de cette fête, qui représente le sacrifice d'Abraham, que nous connaissons d'ailleurs aussi nous dans l'Ancien Testament, et qui a un lien qui nous unit en tant que croyants, tous en tant que fils d'Abraham. Occasion également pour les autorités présentes de faire quelques vœux. Nos vœux également de paix dans un pays un peu marqué par des attaques que nous connaissons. Avant de clore la cérémonie, l'imam a exhorté l'ensemble des fidèles d'éviter les excès dans la célébration. Même ferveur ce matin à la place Warawara de Bobo Dioulasso. Les fidèles musulmans de la ville de Sia se sont mobilisés pour la grande prière sous la houlette du grand imam de la ville. Là également, on a prié pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. Betibie Naon, Ahadi Sandamba. Place Warawara de Bobo Dioulasso, lieu de convergence de plusieurs centaines de fidèles musulmans ce lundi matin. Nous sommes à la traditionnelle prière de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski. C'est l'heure de la prière, une prière de 2 rakats dirigée ici par l'imam de Dioulasoba. Ensuite vint le moment tant attendu, le sacrifice du mouton. Tout le monde connaît dans l'histoire, quand Ibrahim avait envoyé son fils auprès de Kaaba, et il s'appelle Ismaël. Bon, entre-temps, il avait vu quand même dans le rêve qu'il devrait quand même égorger son fils. Alors, ce jour-là, bon, Dieu quand même, le moment qu'il essayait quand même d'égorger l'enfant, Dieu a envoyé les moutons pour remplacer Ismaël. Puis lors, c'est ça que nous, les fidèles musulmans, donc chacun sacrifie un mouton par rapport à ça. Mais bien avant ce sacrifice, l'imam a livré son sermon, ensuite des bénédictions. Nous demandons à la grâce à Dieu de nous donner la paix dans notre pays, cher pays Burkina Faso, et nous donner aussi la longue vie et quand même de renforcer aussi, aide nos autorités
bon, remplir tout ce qu'il veut quand même faire pour le Burkina Faso, pour remplir ses missions. Des autorités qui n'ont pas manqué de venir célébrer l'Aïd el-Kébir avec les fidèles musulmans. À leur côté, des responsables d'autres confessions religieuses qui sont également venus témoigner de leur amitié à la communauté musulmane. Voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, la fête de l'Aïd el-Kébir est célébrée chaque année au 10e jour du mois lunaire. Le sacrifice du mouton rappelle la foi du prophète Abraham, prêt à sacrifier son unique fils pour honorer Dieu. Mais aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que la Tabaski est une fête qui dépasse largement le cadre religieux. Explication Mokhtar Ouedraogo, Monkoun Dabire. La fête de la Tabaski, communément appelée fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir, est un événement majeur ancré dans la tradition musulmane. Un instant d'adoration à l'image d'Abraham, le père des croyants, qui a accepté d'offrir son fils en sacrifice à Dieu. Donc le prophète Ibrahim a été éprouvé et le Seigneur Allah lui a demandé d'immoler son enfant Ismaël. Voilà, il a effectivement obtempéré, il a obéi. Alors, avant qu'il ne passe à l'acte, le Seigneur Allah a donné l'ordre à Djibril de lui envoyer un bélier et d'égorger le bélier à la place d'Ismaël. Voilà. Et nous, musulmans, qui relevons de cette communauté du monothéisme pur, nous perpétrons cet acte-là, ces gestes qu'Ibrahim a voulu poser, qui n'est rien d'autre qu'un geste de remerciement, un geste d'obéissance, voilà, à un ordre que le Seigneur lui a donné. Pour l'imam, le sacrifice du mouton incombe à tout musulman majeur qui en a le moyen. Et le choix de l'animal est plutôt lié à sa qualité physique qu'à son prix. Donc le mouton doit avoir une année révolue au moins. Voilà, ça ne doit pas être un mouton qui est borgne, un mouton qui est aveugle, un mouton qui boitille. Voilà, un mouton en bonne santé. Il ne doit même pas avoir l'oreille coupée. Si on peut acheter par exemple, bon ça c'est mon propre avis à moi, si on peut acheter un mouton à 600 000 francs, voilà, il serait plus intéressant par exemple d'acheter 2 ou 3 bœufs, voilà, de se donner un bœuf et bon, de donner les 2 autres à sûrement d'autres qui n'ont pas les moyens pour pouvoir égorger. Voilà. Et encore qu'avec 3 bœufs, on a la possibilité de faire bénéficier la viande à plusieurs personnes. Faite à forte portée religieuse et sociale, la Tabaski s'est accommodée au fil du temps avec l'évolution de la culture universelle. L'événement a dépassé le simple cadre religieux. Cette fête se veut une occasion idoine pour consolider les liens sociaux. Quand il y a par exemple la Noël, vous avez des familles où une partie est catholique, il y a une partie qui est musulmane. Ben, la partie qui n'est pas catholique aide à faire les préparations, tout ça, etc. Bon, finalement, c'est la famille, c'est la fête plutôt de la famille. Il en va de même quand Tabaski ou Ramadan arrive. Vous avez des familles où effectivement c'est mixte. Voilà, il y a plusieurs confessions religieuses. Voilà, du seul fait du lien familial, les gens se sentent effectivement dans le devoir d'assister, d'aider, voilà, pour pouvoir effectivement rendre plus agréable cette fête-là. Pour cette fête, l'imam Idrissa Oba invite les fidèles musulmans à la prière et à des vœux pieux pour un Burkina prospère. Et pendant ce temps, en Arabie Saoudite, le pèlerinage bat son plein. Près de 2 millions de musulmans sont présents sur les lieux saints de l'islam pour accomplir le 5e pilier. La journée a été marquée par le rituel de la lapidation de Satan l'année dernière. C'était au cours de ce rituel que des milliers de pèlerins avaient perdu la vie. Cette fois, les choses se sont passées dans le calme. Plus de 1,8 million de pèlerins musulmans participent ce lundi au rituel de la lapidation, l'étape la plus importante du grand pèlerinage de la Mecque. Le rituel de la lapidation de Satan consiste à jeter des pierres sur des stèles, un moment à haut risque. L'an dernier, 2300 personnes avaient péri dans une gigantesque bousculade, parmi elles près de 500 Iraniens. Voilà pour la page consacrée donc à cette journée de la fête de l'Aïd el-Kébir. Toute autre chose à présent pour poursuivre le plan national de développement économique et social expliqué aux acteurs de la cité du paysan noir. Après Bobo Dioulasso, le Premier ministre poursuit son opération de communication à Banfora, une conférence publique pour présenter le nouveau référentiel du développement au Burkina, suivi d'échanges directs avec les citoyens à la base. Compte rendu, Bétibier Naon, Mireille, Carole, Tougma. Le Programme national de développement économique et social PN2S est expliqué ici aux populations de la région des Cascades. Le conférencier du jour est le Premier ministre lui-même.
Une occasion qui a permis à Paul Kabatieba de fournir des détails sur le PN2S, un programme bâti sur 3 axes, à savoir la bonne gouvernance, le développement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Et la région des Cascades ne sera pas en reste. L'ambition donc du gouvernement, c'est vraiment de réhabiliter toute la région donc des Cascades et de faire en sorte que cette région qui a un potentiel industriel retrouve donc ce potentiel industriel à travers donc les unités industrielles qui existent déjà, mais à travers également la création de nouvelles unités industrielles. L'assistance, elle, apprécie positivement cette initiative. Nous nous sentons directement interpellés. Et dans ce PNDS, nous voyons que l'État n'agit pas en tant qu'État seul. L'État est en train de vouloir travailler avec toutes les composantes de ce pays. Donc chacun, là où il est, où il se trouve, il peut apporter sa pierre, et en tout cas à la construction de ce pays à travers ce PNDS. Pour cette première sortie du Premier ministre dans la cité du paysan noir, Paul Kabatieba a également rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Mais le développement du Burkina Faso peut-il se faire en restant dans le franc CFA? Beaucoup s'interrogent et affichent leur scepticisme. Il faut dire que jusque-là, la communauté financière africaine reste arrimée à la monnaie de la France, autrefois le franc français, aujourd'hui l'euro. Mais cela n'a pas que des inconvénients. Selon d'autres spécialistes, quitter ou rester, chaque cas ne manque pas d'arguments. C'est le dossier de ce journal que nous propose Aboubacar Sayon. Créé en 1945, le franc CFA est géré par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. À l'origine, le franc CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Les 14 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest qui ont en partage cette monnaie ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves d'échange auprès du Trésor public français. Du coup, le débat sur la création d'une monnaie indépendante de l'euro revient permanemment au devant de la scène politique. Selon les spécialistes de la question, tous les États ont le droit de créer leur propre monnaie. Mais le franc CFA, tel qu'il existe aujourd'hui, a des avantages pour les économies des pays de la zone franc. Le premier avantage, c'est la convertibilité. La garantie de convertibilité par le Trésor français permet à tous les États membres de pouvoir disposer à tout moment de ressources pour faire face à leurs besoins. Ensuite, il y a la fixité de la parité, ce qui donne au CFA un caractère d'une monnaie forte, le caractère d'une monnaie forte, d'une monnaie qui est comparable à l'euro. Ensuite, vous avez la gestion en commun des réserves d'échange. Cette gestion en commun des réserves d'échange fait que tous les États, les avoirs extérieurs de chacun des États membres sont gérés sur le même compte d'opération en France. Ce compte d'opération, donc, vous permet en retour de pouvoir à tout moment, tous les États, quels qu'ils soient, et quelle que soit votre situation économique, quelle que soit la situation de vos avoirs extérieurs, à l'extérieur en tout cas, de pouvoir faire vos commandes de machines, d'investir, de faire venir des usines, de faire venir donc des produits de consommation courante, des produits pharmaceutiques, bref, tout ce qu'on ne fabrique pas sur place. L'autre avantage, c'est la garantie de change des avoirs qui sont déposés sur le compte d'opération. Et enfin, c'est la liberté des relations financières internationales entre la France et l'ensemble des États membres de l'Union. Le franc CFA n'a pas que des avantages. Il est d'ailleurs considéré par certains économistes comme un frein au développement des pays de l'UEMOA et de la CEMAC. Au dire des spécialistes, la parité fixe du franc CFA à l'euro est un handicap pour la croissance des pays qui l'ont en partage. Par cette fixité, nos échanges ont tendance à s'orienter vers la zone économique où il n'y a pas ce risque. Avant, c'était bien sûr la France, quand c'était le franc français. Et maintenant, j'imagine bien sûr que c'est l'Union européenne. Une monnaie forte
dans une économie pauvre, ce n'est pas techniquement viable parce que c'est une monnaie forte. C'est imaginé dans le cadre donc des pays riches, des pays qui consomment. Nous sommes pauvres. Si nous avons une monnaie qui nous permet de consommer mais pas de vendre, ça c'est un problème important. Quel peut donc être l'avenir du franc CFA dans le contexte politique et économique actuel? Donc moi je vois demain le franc CFA comme toute autre monnaie, c'est-à-dire une monnaie dont le taux d'échange va être flexible, varié, n'est-ce pas, avec l'euro, avec le dollar et ainsi de suite. Une monnaie commune et sans parité fixe avec l'euro, une monnaie arrimée à un ensemble de devises constituées de l'euro, du dollar ou du yuan, la monnaie chinoise, ou encore une monnaie 100% africaine, telles sont les propositions faites par des économistes africains. Mais la décision de la création d'une nouvelle monnaie reste la prérogative des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEMAC. Voilà pour ce dossier. En attendant, c'est bien en franc CFA que les acteurs de la filière des oléagineux font leurs transactions. Ils se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour explorer les pistes pour le développement de leur filière et les opportunités ne manquent pas avec le soja et le tournesol, notamment Hassan Gourabou, Moumouni Baro. Cette rencontre d'échange entre acteurs de la filière oléagineuse et ministres en charge de l'agriculture vise à promouvoir la production de spéculations riches en huile et en protéines telles l'arachide, le sésame, le tournesol et le soja. Pour développer cette filière, l'on devrait faire face à de nombreux défis agricoles, d'où l'objectif d'accompagner l'organisation des acteurs de cette filière pour accroître la production. C'est une grande expérience que nous voulons capitaliser et faire en sorte que nos producteurs puissent être des spécialistes en la matière et puis les producteurs, les transformateurs puissent aussi s'intéresser à la filière et aussi organiser et ces producteurs et tous les acteurs de la filière pour une bonne commercialisation. Agropole, une association de la filière française des huiles et protéines végétales, apporte son expérience aux acteurs du domaine dans notre pays. Agropole, suite à son expérience terrain sur la culture du tournesol et suite à nos nouvelles orientations, nous pensons être un partenaire efficace. En tous les cas, c'est notre ambition d'être un partenaire efficace pour développer certes la production, mais développer aussi la transformation et adapter les produits transformés au marché local. Les acteurs sont déterminés à s'intéresser davantage à la production des oléagineux, mais pour le moment, ils sont confrontés à des contraintes. L'absence d'engrais spécifiques, la faible maîtrise des techniques culturelles et l'insuffisance de financement. Pour remédier à cela, le gouvernement s'attelle à trouver une solution adéquate pour ainsi relancer la filière oléagineuse. Autre filière porteuse, celle du lait. Mais attention, pas n'importe quel lait, il s'agit de celui qui est produit et transformé sur place dans les laiteries locales. La filière est très développée dans le Sahel et les acteurs du domaine sont convaincus que ce lait offre de meilleures garanties de qualité. Yamba Nakoulma, Sekou Zongo. Le projet Seeds for Solutions, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Vétérinaires sans frontières Belgique, organise ici une journée portes ouvertes sur les laiteries appuyées. Cette journée vise à créer un cadre de visibilité pour les unités de transformation laitière du Sénat. Une occasion pour les partenaires de dresser un bilan de leurs activités. On a eu à financer au moins 8 mini-laitières. Il y a eu des formations qui ont été organisées dans le cadre de l'enforcement des capacités. Il y a des moyens logistiques qu'on a dotés à ces groupements pour les permettre de transporter le lait. Il y a aussi des activités que nous menons au camp dans le cadre de la prévention de lutte contre la malnutrition. Les populations de la région du Sahel, de l'avis des responsables du projet, devraient se rassurer de la qualité du lait transformé par ces unités. Donc au lieu de consommer un lait dont on n'est pas sûr de la provenance ou des traitements, autant venir au niveau des laiteries encadrées par SEEDS et autres partenaires qui permettent de s'assurer qu'à la sortie du lait, on ait quand même un minimum de garantie de santé et d'hygiène.
Nous disons merci beaucoup au projet car il veille à l'hygiène et à la propriété dans la production du lait. Exposition de produits laitiers, théâtre forum et visites guidées ont été les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette journée dédiée au lait local. Le projet Seeds for Solutions, qui signifie s'aimer et germer des solutions, appuie cette unité de transformation laitière dans tout le Sahel, dont 2 à Dori. Allons à présent à la découverte du travail du bois à Banfora, une activité qui nourrit bien son nom. Certains se sont spécialisés dans la fabrication de portes entièrement sculptées dans le bois rouge. Le succès du produit ne se dément pas, mais il se fait de plus en plus rare sur le marché. Idrissa Warga, Ahadi Sandamba. Avec 2 mètres de hauteur sur 80 cm de largeur, cette porte n'a visiblement rien d'extraordinaire. Mais tenez-vous bien, elle a une épaisseur de 4 cm et pèse environ 100 kg. C'est donc là que se situe toute sa spécificité. C'est une porte fabriquée entièrement en bois rouge. On fait des portes de chambre, en fait les portes de maison. Bon, c'est selon la demande, selon les dimensions. C'est le client qui amène la dimension de sa porte et puis on fait le travail. Les plus-values selon le modèle. Il y a 55 000, il y a 45 000. Les plus chers, surtout le bois balançant, c'est 65 000. Les planches pour la fabrication de ces portes viennent d'ici. La scierie, c'est là que tous les troncs d'arbres prennent les différentes formes. Coupé en brousse, le bois est ainsi acheminé vers les différentes scieries. Ici, par exemple, les troncs d'arbres sont d'abord débarrassés de leurs écorces avant de passer à la machine. Au nombre de 3, ces machines constituent chacune une entité certes, mais elles sont complémentaires dans le travail. La première machine, la grande scie, elle coupe en épaisseur. La deuxième machine, la petite scie, elle coupe en largeur. Et la troisième machine, elle coupe ça en longueur. On procure sur la scierie, et maintenant on vient le travailler selon les modèles, selon la demande des clients. C'est grâce donc à cette interdépendance entre les hommes des différentes étapes de la menuiserie que les amateurs de ce type de portes sont satisfaits. Dans le temps, on vendait jusqu'à Ouéguia, Ouaga et Bobo. Mais présentement, bon, on se limite à Banfora et Bobo seulement. Ça fait que ça veut dire je n'accepte même pas les commandes de portes comme je dis, ça veut dire si ce n'est pas par ceux qui me connaissent réellement. Ouverture de luxe certes, mais les portes en bois ont une clientèle variée. Des particuliers aux institutions, la demande est forte malgré le coût élevé du produit. Dans cet hôtel par exemple, les ouvertures de toutes les chambres, des restaurants ainsi que des salles de conférence sont entièrement en bois rouge. C'est mieux qu'un met de contreplaqué qui se fait attaquer par les termites ou bien par l'eau, tout ça. Or, le bois, si toutefois, avec le bois, ça peut tenir des années et des années. Par exemple, à la maison où j'habite, si je peux bien voir depuis 1960 que mes parents ont construit, et toujours sur le même bois. Parce que le bois, c'est la vie, comme on dit. Depuis que j'ai commencé à fabriquer, aucune des portes n'est pas encore gâtée puis réparée. À moins si c'est une porte de la douce et que l'eau touche, c'est ça qui peut le pourrir, quoi. La ville de Banfora, connue sous le surnom de la cité du paysan noir, pourrait également se surnommer la cité du bois. La raison, ici à Banfora, il est difficile de trouver une famille sans un menuisier. Et on en dénombre plus de 1200 répartis dans 3 associations. Une ville dont la première scierie a vu le jour en 1967. Depuis donc plusieurs décennies, la ville de Banfora profite des revenus du bois. Et ce bois n'est pas importé, il est coupé dans la brousse, ici au Faso. L'activité est certes développée, mais depuis quelques années maintenant, les menuisiers sont confrontés au manque de bois. Face donc à cette rareté, tous les regards sont désormais tournés vers les pays voisins, notamment ceux côtiers, pour l'approvisionnement en bois. Hors de chez nous, à présent, on s'arrête ce soir une fois de plus sur la crise en Libye. Si Daesh semble être l'ennemi principal du gouvernement d'union, reconnu par la communauté internationale, il n'est pas le seul. Ce gouvernement doit également faire face à la fronde du général Haftar qui refuse de reconnaître sa légitimité. Le problème, c'est que les troupes fidèles à ce général contrôlent aujourd'hui près de la moitié de la manne pétrolière. Dans le nord-est de la Libye, les forces du général Khalifa Haftar ont pris possession des 3 ports du croissant pétrolier. En moins de 3 jours de combat, elles ont conquis les terminaux pétroliers d'Al-Sedra et de Ras Lanouf, les 2 plus importants du pays, ainsi que le port de Zouaitina. C'est par cet arc de terminaux pétroliers que transite la moitié du brut libyen destiné aux exportations.
La mainmise sur cette manne a évidemment été condamnée par le gouvernement d'union, le seul que reconnaît à ce jour la communauté internationale. Sur ces images d'archives au centre, le général Khalifa Haftar et l'armée nationale libyenne. Lui est un ancien militaire du régime de Mouammar Kadhafi. Un temps, il a été soutenu par la communauté internationale. Il a des liens aujourd'hui avec le gouvernement désigné comme rebelle et refuse de reconnaître l'autorité du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj. Haftar et ses troupes contrôlent l'est du pays. Le gouvernement rebelle est basé à Baïda Tobrouk. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et plusieurs capitales occidentales. Au sud-ouest, les Touaregs. Au-delà de cette partition politique, il y a les factions. Sur la zone contrôlée par Haftar, l'armée nationale libyenne et la tribu Toubou. À l'ouest, la milice Farj Libya, les forces armées du gouvernement de Tripoli et les Touaregs. Au nord, Daesh qui profite du chaos pour s'implanter. Voici le président du Conseil présidentiel et Premier ministre Fayez al-Sarraj qui est à la tête du gouvernement d'union nationale et fait désormais face à deux fronts. L'État islamique qu'il faut empêcher de progresser, comme ici à Sirte, et l'armée de Haftar, qui, si elle s'empare de toutes les ressources pétrolières, compromet dangereusement la survie de son gouvernement. C'est en mars 2016 que Sarraj a pris ses fonctions et débarqué à Tripoli après un exil en Tunisie. Mais son gouvernement, légitime aux yeux de l'Occident, s'est vu refuser la confiance du Parlement libyen, lui aussi reconnu internationalement et réfugié à Tobrouk. Pourtant, en décembre 2015, lorsqu'un accord est conclu sous l'égide de l'ONU entre les autorités rivales, l'espoir de mettre un terme à la guerre civile était palpable. Aujourd'hui, le Parlement libyen continue de soutenir le gouvernement rebelle de l'Est. En refusant la légitimité de Tripoli et en s'attaquant aux positions des forces gouvernementales, le général Haftar risque d'affaiblir le pays et de compromettre la lutte contre Daesh, même s'il mène sa propre guerre contre l'organisation terroriste. Et puis, je vous le disais, en titre, inquiétude aux États-Unis sur la santé de la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton. L'ex-première dame a fait un malaise hier, jour anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. De quoi relancer les supputations sur son état de santé à 2 mois de la présidentielle. Elle a dû suspendre sa campagne pour au moins 2 jours, mais son équipe se veut rassurante. La candidate souffrirait d'une pneumonie. 48 heures de repos forcé pour Hillary Clinton. La candidate démocrate à la Maison-Blanche annule le déplacement qu'elle devait effectuer aujourd'hui et demain en Californie. Dimanche, elle a quitté précipitamment la cérémonie d'hommage aux victimes du 11 septembre à New York après un malaise, officiellement pour cause de déshydratation et d'un coup de chaud. Un témoin l'a filmée de dos, perdant l'équilibre et épaulée par plusieurs gardes du corps. Après plusieurs heures de silence, un communiqué est tombé. Hillary Clinton, bientôt 69 ans, va mieux, mais elle souffre d'une pneumonie et est sous antibiotiques. Son rival Donald Trump n'a fait aucun commentaire, mais cet épisode fait le jeu des républicains qui mettent en doute la santé d'Hillary Clinton. À 2 mois de la présidentielle, la candidate démocrate va devoir faire taire les rumeurs. Et puis, avant de nous quitter, ces images qui nous viennent tout droit de Rio en plein jeu paralympique. L'image notamment de cet Égyptien de 43 ans amputé des 2 bras, mais engagé dans la compétition du tennis de table qui a fait le tour du monde. La raquette entre les dents, Ibrahim Amadou est l'une des attractions de ces Jeux, un modèle de courage et même s'il n'a pas gagné ses premiers matchs, il se dit ravi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Tout de suite à 21h, votre magazine des sports.